Giorgio réside depuis de nombreuses années en Sardaigne, où sa très grande passion pour la pêche sous-marine l'entraîne presque chaque jour sous l'eau. Âgé de 54 ans et possédant une très grande expérience de la mer et des techniques de chasse, il a été l'un des premiers à pêcher en eau libre, lorsque l'on pouvait encore trouver tranquillement du poisson en grande quantité dans ses refuges. Ses enseignements et son image ont fait école. Et à présent, il est devenu une référence pour tous les pêcheurs qui se sont consacrés à l'art difficile et très raffiné de la chasse à l'indienne. Il y a un concept que vous entendrez souvent dans les commentaires à chaud après une prise, à savoir « J'ai vu le poisson sans qu'il ne s'en soit aperçu et j'ai élaboré la bonne stratégie pour le prendre ». Cette phase d'exploration depuis la surface est fondamentale pour Giorgio, parce que l'un des secrets de son succès est justement de voir le poisson sans être vu ou entendu. Oui, entendu. Parce que le poisson, grâce à sa ligne latérale, réussit à percevoir de très légères vibrations, même de très loin. En revanche, il ne voit pas très bien. Ses yeux ne distinguent que les taches de loin, et il se concentre sur les choses en mouvement. Sa vue n'est ni perçante ni sélective. Autrement, il ne se laisserait pas surprendre aussi souvent, et il ne viendrait jamais à l'agachon. Questo pizzuto l'avevo visto dall'altra parte dello scoglio. Siccome per raggiungerlo mi sarei dovuto scoprire completamente, ho preferito ruotare intorno allo scoglio e affacciarmi da quest'altra parte, facendogli un aspetto, come poi è successo. Le long des parois et dans une mer calme, Giorgio pratique ce que l'on appelle la pêche en surface, qui consiste à observer depuis la surface tout éventuel mouvement du poisson devant ou sous lui, pour ensuite choisir son itinéraire et la bonne stratégie pour le capturer. Après avoir aperçu de la surface un sard qui se trouve sur la paroi d'en face, Giorgio entame la phase d'approche en rasant toujours la pente rocheuse qui le protège de la vue et de l'ouïe du poisson. Le sard réapparaît finalement tranquille. La dernière approche est presque imperceptible.
Nous sommes près de la paroi rocheuse de l'île de Tavolara, dans le nord-est de la Sardaigne. Giorgio a remarqué un sar commun qui mange sur l'arête d'en face. Il rase toujours la paroi rocheuse en se servant de la couverture que lui offre le rocher sur lequel il est appuyé pour pouvoir l'approcher. Puis, il s'avance très lentement en étendant le bras pour la voir à portée de tir. En surface, Giorgio se déplace avec beaucoup de précaution, l'épaule appuyée contre les rochers à fleur d'eau. Il se sert de toutes les cachettes possibles et observe ce qui se passe, profitant du spectacle du poisson en train de manger et de ce déplacement. Enfin, il se met à l'abri d'un rocher ou d'un éperon rocheux. Il plonge et, suivant un parcours étudié depuis la surface, il s'approche du poisson et se prépare à le prendre. À présent, il se cache derrière une roche et approche 2 sars beccofino en train de manger sur un plateau. Il perd le contact visuel qu'il avait établi peu de temps auparavant de la surface et il s'avance donc avec extrême prudence. Jusqu'à ce qu'ils les aperçoivent de nouveau. Les sars ne se sont pas déplacés et ne l'ont pas entendu. Pendant l'approche, Giorgio maintient son allure en dessous d'une certaine vitesse, qu'il définit agressive, et il avance droit vers le poisson, de manière à ne se montrer que de face. Nous sommes à présent à Molarotto, un îlot au nord-est de Tavolara. Si le poisson est de côté, il ne nous regarde qu'avec un seul œil. Il perd la notion de la profondeur et ne perçoit donc pas notre lente approche. Questo fasciato l'avevo notato dall'altra parte di questo sperone roccioso, però dall'altra parte mi era complicato arrivare a tiro. È stato più facile da questo lato. Ho sfruttato un altro sperone che avevo davanti e poi mi sono trovato la scena di tutti questi fasciati che stavano mangiando. Il più grosso era proprio contro la parete e diciamo che ho aspettato molto a spararlo per dar tempo all'operatore di fare la ripresa. Notez que Giorgio s'accroche avec la main gauche pour donner au corps l'impulsion vers le bas. En effet, Giorgio a aperçu de la surface un banc de sars qui repose tout près du fond de l'eau. De cette manière, il évite le canard qui pourrait les alerter.
Pendant la prospection d'un tronçon de fond marin, prenez votre temps et mettez-vous à couvert pendant un instant. Il se peut que dans un paysage apparemment désert, vous finissiez par apercevoir la queue d'un sard derrière un rocher. À ce moment-là, une courte approche sous-marine et un tir long et précis suffisent. Les images que vous pouvez voir en ce moment ont été tournées au cap Pertusato, dans le sud de la Corse. Si vous observez attentivement le baudrier de Giorgio, vous remarquerez qu'il n'y a pas de sangle qui passe sous les aisselles ou autour de la poitrine, ce qui permet d'éviter le grincement provoqué par le frottement de la sangle lorsque vous bougez les bras. De cette manière, la ventilation n'est pas gênée. Nous nous trouvons à présent dans le golfe de Santa Manza, au sud de la Corse. Giorgio a repéré un beau sard et il explique à l'opérateur sa technique de capture. Giorgio utilisera un gros rocher à quelques mètres de distance de là pour se protéger de la vue et de l'ouïe du poisson pendant la phase d'approche. Les palmes frôlent les roches sans produire aucun bruit suspect. L'approche s'effectue à vitesse réduite, bien en dessous de la vitesse dite agressive. Même les castagnols et les labridés qui se trouvent sur son chemin ne montrent aucun signe de nervosité et ils nagent tranquillement. Vous remarquerez avec quelle incroyable facilité l'on peut s'approcher d'un poisson, même à découvert, sans provoquer de réaction apparente. Da dietro quello sperone di roccia ho notato questo salago che stava mangiando. La situazione fortunata è che proprio dietro al salago c'era un altro sperone di roccia che mi avrebbe coperto. Difatti non so se si è notato dalle immagini, io ho scartato leggermente verso il largo
per porre tra me e il sarago questo sperone di roccia. Usando quel riparo sono riuscito ad arrivargli proprio sopra. Lui se ne è accorto soltanto all'ultimo momento, quando ha incominciato a scappare, sono riuscito a prendere. Giorgio a des taches servant au camouflage sur sa combinaison de plongée, car il est convaincu que la vue du poisson n'est pas bonne. Ces taches dont la couleur doit être choisie en fonction du fond marin prospecté servent en effet à fragmenter la tache foncée que le poisson voit lorsque nous nous approchons, à condition toutefois que ces taches soient relativement grosses, réparties de manière non homogène sur le corps et surtout qu'elles ne soient pas bariolées ou trop contrastées. Giorgio a connu des mésaventures à cause de ce système de camouflage. En effet, dans des endroits sombres et ombragés où il aime se cacher, ce camouflage a fini par le rendre plus voyant. Stamattina ci troviamo in una condizione particolarissima, è abbastanza rara. Il pesce e i saraghi sono in pochissima acqua ed è divertentissimo riuscire a catturare in mezzo a questi sassotti. Bisogna sfruttare il sole che è abbastanza basso e quindi crea delle ombre molto invitanti per l'agguato, e nello stesso tempo questa piatta calma, appena leggera risacca, che maschera anche qualche nostro piccolo rumore. E quasi tutti i saraghi li sto sparando dalla superficie senza la necessità di fare la capovolta. Speriamo di catturarne ancora. Nous sommes quelquefois obligés de sortir en partie de l'eau. Pour approcher un sar becco fino, en train de manger quelques mètres en dessous de lui, Giorgio a grimpé sur un rocher qui le protège provisoirement de la vue du poisson. Il avance à quatre pattes en se servant de ses coudes, de ses genoux et de son ventre. Le clapotis de l'eau sur la paroi rocheuse cache les petits bruits produits par Giorgio. Le banc de castagnols, en pleine eau, reste tranquille et n'alerte pas le sar. À présent, Giorgio aperçoit un sar commun au fond du couloir. Il est indécis quant à la technique à adopter pour le capturer. En effet, il est trop loin pour pouvoir l'avoir à portée de tir en s'avançant depuis ce promontoire. Et il serait trop risqué de l'approcher à la coulée, car le violent ressac l'empêcherait de faire une coulée fluide sans mouvement brusque.
Il ne lui reste qu'à faire un agachon. Questa saraga proprio non sapevo come riuscirla a prendere all'agguato, perché la parete era un po' troppo lunga, lui era in fondo al canalone, l'unica possibilità era che venisse all'aspetto. Ho avuto la fortuna che l'operatore si sia messo a mezza costa e si sia affacciato e abbia tirato il sarago verso di me. La ripresa penso che sarà in primissimo piano. Nous sommes à présent en Corse, le long de la paroi rocheuse de l'île du Taureau. La mer est calme. Dans ces conditions, il convient d'affronter le poisson en descendant, ce qui permet d'effectuer un parcours plus court pour arriver à portée de tir sans effrayer le poisson. Sto effettuando la pesca in parete, in condizioni di mare calmissimo e di scarsa risacca. Di conseguenza cerco di catturare il pesce affacciandomi dalla superficie. Cerco naturalmente di vederlo prima e di studiare la strategia per avvicinarlo. Quasi sempre si tratta di fare un agguato con caduta terminale. Giorgio est en train d'observer un sar beccofino en train de manger sur la partie haute de la paroi rocheuse. Il plonge sans sortir les palmes de l'eau, disparaît à la vue et à l'ouïe du poisson et s'avance ensuite très prudemment et lentement car sa proie est toute proche. Il est prêt à presser la détente au moment où le sar réapparaît. Il y a un cantar qui repose sur le fond, au pied de la paroi rocheuse, entouré par un banc de castagnols. Giorgio commence son parcours sous-marin d'approche au ras de la pente rocheuse qui lui permet provisoirement de ne pas être vu. En raison de l'absence d'autres abris, Giorgio sait qu'il va devoir finir par se détacher de la paroi rocheuse pour conclure l'approche par une coulée à vitesse réduite. Non so se si è visto dalle immagini che questa tanuta si stava facendo pulire da una castagnola ed era tutta intenta a farsi fare questa toilette dalla castagnola. Forse è stato anche per questo che non si è accorto che gli stavo cadendo sopra. Nous voilà de nouveau sur l'île de Tavolara, à proximité de la pointe du Pape. La transparence de l'eau a permis à Giorgio de repérer de la surface un banc de corbes à 15 mètres de profondeur. Une fois le parcours d'approche établi, Giorgio avance rapidement
caché par un éboulis de roches. Une fois le contact visuel avec le banc établi, il réduit visiblement sa vitesse. Il continue son approche en ne cédant que de la main gauche, plus silencieuse que les palmes et surtout moins visible lorsque le bras gauche rase le fond marin. Pour améliorer son équilibre sous l'eau, Giorgio a réparti le lest en 4 parties différentes du corps. Dans le dos, à la taille, sur le bassin et aux chevilles. Le baudrier compense la forte pression due à la combinaison d'hiver et à la sous-veste et permet également de plonger sans sortir les palmes de l'eau. La ceinture sur le bassin sert à répartir le poids qui pèse sur la taille et qui casse le dos. Les plombs de cheville sont irremplaçables, sauf si le chasseur est très maigre. Elles permettent en effet de ne pas faire passer les palmes par-dessus la tête. Dans une mer agitée, le long des parois rocheuses, il est impossible de repérer le poisson de la surface, et il devient donc nécessaire de pratiquer l'approche à l'horizontale. La couleur argentée sur le dessous des palmes sert à les camoufler en les faisant passer pour un reflet de la surface de l'eau. Lorsque vous décidez, pendant un parcours sous-marin, de vous arrêter pour faire un agachon ou simplement pour regarder autour de vous, écartez les jambes et maintenez-les dans cette position. Cela vous permet de ralentir sans faire de mouvements brusques ou bien de vous accrocher au fond en vous aidant avec les genoux. La question du bras libre pour la pêche en eau profonde est un sujet très discuté parmi les chasseurs à l'indienne. Certaines personnes affirment qu'il faut empoigner son arbalète du côté du large pour permettre un pointage à 180 degrés. L'autre main est proche de la paroi rocheuse, position idéale pour s'avancer, s'agripper, pousser le corps en avant et amortir l'effet du ressac. Giorgio aussi préfère cette technique lorsque la direction suivie par le poisson et la position du soleil le permettent. Autrement, il pêche avec le bras tenant l'arbalète dirigée vers la paroi rocheuse, le coude haut et croise le bras gauche sous le corps pour se tenir. Come vedete dalle riprese sto pescando con il braccio destro contro la parete. Non è una posizione favorevole per la pesca all'agguato, però io ho scelto di avere il sole alle spalle proprio per garantirmi un buon mimetismo, essere nascosto dai raggi, diciamo dalle ombre che i raggi bassi del sole creano su questa parete è fondamentale. Difatti avete visto questo bel sarago
non si è quasi accorto che io gli stessi planando sopra. Les parois rocheuses suggestives que vous pouvez admirer en ce moment se trouvent au cap Caccia, dans le nord-ouest de la Sardaigne. Giorgio a remarqué de la surface un barracuda qui se déplace à mi-côte. Il essaie de l'approcher en effectuant un long parcours au ras des roches. Le poisson réapparaît en ce moment en se déplaçant de droite à gauche. Vous pouvez le voir à cet instant précis. Giorgio contourne le rocher pour le précéder, mais il se retrouve face à une autre situation. Dans cette zone du cap Caccia, la paroi rocheuse est très découpée et irrégulière, situation idéale pour la pêche à l'indienne instinctive qui n'est pas préalablement préparée en surface. Chaque crête et chaque éperon rocheux doivent être dépassés très lentement. En effet, nos proies peuvent se dissimuler derrière. Le parcours de reconnaissance doit être horizontal, mais dans ce cas précis, comme dans la scène précédente, les sards remontent du fond marin. Ce matin, Giorgio a décidé de commencer sa partie de pêche quotidienne à Molarotto. Contrairement aux autres techniques de chasse, la chasse à l'indienne en eau peu profonde nécessite une concentration et une tension quasi permanente. Lorsque nous effectuons une prospection sous-marine, en nous faufilant entre les rochers ou le long des parois rocheuses, nos réflexes doivent toujours être prêts et nous devons nous vider la tête de toute idée préconçue quant à l'endroit où nous pourrions trouver le poisson, parce que ce dernier peut être ou surgir n'importe où. C'est justement cet état d'esprit et le fait de ne pas essayer de deviner où se trouve le poisson qui font le succès d'un chasseur à l'indienne plutôt que d'un autre. Le fait de porter l'arbalète avec le bras gauche pendant la ventilation et la descente permet au bras droit de se reposer et donc de rester sensible et d'être prêt au moment d'ajuster le tir.
Les images de cette capture nous apprennent beaucoup. Lors d'un parcours sous-marin, décidé après un repérage de surface, il arrive souvent d'être déçu de ne pas avoir conclu notre approche par un tir. Si vous avez encore un peu de souffle, ne remontez pas à la surface. Essayez plutôt de retrouver votre concentration pour poursuivre la chasse à l'Indien. Questa tecnica di cattura non sempre porta a buoni risultati, bisogna avere una buona dose di fortuna. Però trovare un sarago, un'orata o anche una spigola all'interno di una baia stretta come questa, si vede abbastanza chiusa, no? E bloccare l'uscita col nostro corpo, facendo, diciamo, anche allargando le braccia e costringendo quindi il sarago o l'orata, quello che è, a scantonare da un lato all'altro e nello stesso tempo avanzare, chiuderlo sempre di più nella saccatura della baia, è una tecnica che qualche volta dà buoni risultati come in questo caso, però è molto difficile. Cette scène propose la stratégie à adopter pour l'approche en eau peu profonde, au milieu de pierres de taille petites et moyennes. Giorgio s'avance rapidement, jusqu'à ce qu'il atteigne un groupe de rochers plus imposants, qui nous serviront d'abri visuel et sonore, et derrière lesquels nous espérons trouver le poisson. Il faut alors s'avancer très lentement. Nous nous trouvons maintenant au Cerri, 2 îlots à 1 mille au sud de Molarotto. Giorgio a aperçu un sar qui se déplace sans arrêt au gré du ressac. Il sera sans doute indispensable de procéder à un tir rapide et précis. C'est aussi pour cette raison que Giorgio pêche toujours avec la même arbalète qu'il a fabriquée lui-même il y a 15 ans. Chaque fois qu'il a changé d'arme, de crosse ou de longueur, il a perdu la précision et la rapidité d'alignement qui assurent un tir réussi. Étant donné qu'il est impossible d'effectuer un repérage depuis la surface par mer agitée, Giorgio plonge et fait un lent parcours de reconnaissance. Il scrute les environs à 180 degrés, exploite tous les obstacles présentés par le fond marin pour se cacher à la vue du poisson, s'avance et enfin, s'il repère une proie, il conclut par un tir au vol ou un agachon. Dalla postazione circa a 6-7 metri di distanza ho notato, alzando la testa, questo canalone e tutta la schiuma risacca che lavorava e pompava dentro il canale. Ho immaginato che potesse nascondersi dentro a mangiare qualche sarago, qualche orato. Difatti ho fatto il tragitto per affacciarmi nel canalone e fatalmente c'era lui che stava mangiando. Ho concluso l'agguato con un piccolo aspetto, lui sentendo il rumore che io emettevo è venuto fuori a vedere. Alla fine si è girato per scappare, ma
è stato troppo tardi. Au moyen d'une technique de training autogène, Giorgio essaie, lorsqu'il chasse, de se vider la tête, de libérer son esprit de toute pensée en utilisant parfois des paroles hypnotiques tout à fait personnelles, dans le but de faire émerger et prévaloir sur la conscience ce moi instinctif, héritage des grands chasseurs du passé. Lorsqu'il s'apprête à tirer, il ne pense pas. Il laisse son instinct de prédateur presser la gâchette et ne se rend compte parfois de son geste qu'une fois le tir effectué. Ces explications doivent vous faire comprendre à quel point la préparation psychologique qui précède la technique de l'indienne en soi est l'une des clés du succès. Si vous observez le bras de Giorgio, vous vous demanderez automatiquement pourquoi il est aussi plié. Le chasseur à l'indienne, qui se trouve très souvent dans des situations imprévues, doit pouvoir corriger rapidement la position ainsi que l'alignement de l'arbalète en jouant sur l'articulation du coude, de l'épaule et du poignet. Cette scène illustre bien la technique mixte utilisée généralement par Giorgio, technique dont la chasse à l'indienne constitue la composante principale. Dans cette situation, par exemple, l'approche sert exclusivement à rechercher et approcher le poisson. Pour la capture en elle-même, un agachon suffit. Il y a des endroits, comme l'île de Tavolara, où la nature s'est amusée à créer des grottes et des galeries à l'intérieur desquelles règne pénombre et semi-obscurité. Ce sont là les conditions idéales pour le pêcheur qui n'a pas encore affiné sa technique, car il peut en effet approcher sa proie avec la certitude de ne pas être vu ou entendu. Soulevez les coudes à la hauteur des épaules et aidez-vous de votre bras gauche pour avancer.
trouvons à présent aux îles Cerbicales, en Corse, endroit où il n'existe pas de véritable grotte, mais où il est quand même simple de trouver des cachettes dans la pénombre. Il y a une autre raison qui rend les lieux plongés dans la pénombre utiles pour la chasse à l'indienne. Notre silhouette prend des contours indéfinis et devient ainsi une attraction irrésistible. Giorgio s'est rendu au cap Pertusato où, en raison de la présence de gros rochers rapprochés, des failles passantes très utiles pour la chasse à l'indienne se forment. Mais il faudra les affronter avec beaucoup de prudence. Avant de se faufiler dans un trou vertical, il faut vérifier qu'il est assez large pour ne pas rester coincé. Il faut surtout s'assurer qu'il y a un débouché ou qu'il donne sur un antre assez large pour permettre de se tourner et de regagner la sortie. Cela permet d'éviter de faire un parcours à reculons, difficile et dangereux. Mi è piaciuto quel passaggio nel buco. È l'alba e sento puzza di orata. No, forse la merda di Gabbiano. La rapidité avec laquelle a été faite cette prise nous fait réfléchir sur la concentration et le sens de l'opportunité requis par cette technique. Repérer le poisson, plonger, arriver à portée de tir et tirer, tout se passe en 6 ou 7 secondes maximum. Une erreur au cours de l'une de ces 4 étapes et la prise s'envole en fumée. Questa è la sorpresa dell'alba. È una sorpresa che avrete spesso se vi alzerete presto la mattina. È un'orata che mangia in parete. Ho prefittato dei raggi del sole molto bassi, che quindi mi illuminavano poco e rendevano la visibilità abbastanza precaria per lei, per caderle sopra e spararle nel momento nel quale stava cercando di scappare. Giorgio vient juste d'entamer un parcours sous-marin à l'aveuglette, convaincu de la présence de dorades derrière le promontoire que vous pouvez voir sur ces images. En effet, au moment où il se penche, il aperçoit au pied de l'arête, en face de lui, une dorade qui disparaît derrière une pierre. Il tient son bras en l'air et plié, prêt pour un tir au vol.
Ce couloir sur l'île de Tavolara donne sur le large et fournit un passage abrité qui nous réserve une surprise finale. Il y a des jours où il est très difficile de trouver la bonne concentration et surtout de rester très concentré pendant toute la partie de pêche. C'est justement ce qu'il est en train de se passer pour Giorgio en ce moment. La quasi-absence de poissons dans une zone qui est d'habitude poissonneuse et le fait d'avoir raté un gros dainty par quelques mètres de profondeur alors que sa prise à l'agachon semblait acquise ont contribué à diminuer considérablement le seuil d'attention de Giorgio. La dorade est un poisson méfiant et irritable, comme aime à le dire Giorgio, mais elle n'est pas spécialement intelligente. Repérez-la de la surface, en vous cachant opportunément. Dressez ensuite un itinéraire sous-marin approprié, en n'oubliant pas d'intercaler toujours une pierre ou un éperon rocheux entre vous et la dorade, pour ne pas être vu ou entendu. En effet, le bruit, même très léger, ne l'attire pas. Il l'éloigne. Essayez de ne pas la perdre de vue trop longtemps, car lorsqu'elle se nourrit, la dorade se déplace sans arrêt. Ero riuscito a vedere questa orata che stava mangiando in mezzo ai sassotti dalla superficie. Ho aspettato che nel suo itinerario si nascondesse, si mettesse dietro un sasso che mi copriva la sua vista e sono uscito, ho fatto un agguato cercando di vederla, perché la difficoltà quando si creano queste situazioni è di non riuscire a capire dov'è il pesce, di affacciarsi e il pesce ti vede per primo e scappa. Invece in questa situazione sono riuscito a vedere la coda, al che allora mi sono abbassato e mi sono sporto proprio nel momento nel quale lei stava per partire. Questo si chiama cucire il pesce, perché si prende in più di un punto, si prende in 2 punti. Nous sommes à présent aux îles Cerbicales. Giorgio observe et contrôle les mouvements de quelques sards qui mangent sur le fond, au pied de la paroi rocheuse. Giorgio plonge silencieusement et commence sa lente approche après un canard style dauphin, en évitant donc de soulever les palmes, mais en fléchissant le buste et en sortant délicatement le bassin hors de l'eau. Avant de commencer la coulée sur des sards, Giorgio regarde autour de lui et aperçoit une dorade qui mange sur le promontoire d'en face. Toute son attention se concentre sur cette dorade.
Il reste immobile pendant quelques secondes et l'observe pour en étudier le comportement et décider de la bonne stratégie de capture. Questa rata l'ho presa casualmente perché dall'altra parte dello scoglio avevo notato dei pizzuti che non sarei riuscito ad avvicinare. Allora ho girato intorno allo scoglio e contavo di fargli un aspetto girando completamente il sasso. Mentre stavo facendo questa operazione è arrivata in mezzo ai sassi questa orata. Per un po' mi sono illuso che mi venisse all'aspetto, poi visto che non arrivava e io ormai ero alla fine dell'apnea, mi sono leggermente staccato dallo scoglio facendogli una planata sopra lentissima. Per fortuna lei non si è spaventata, forse grazie al mio mimetismo, e sono riuscito a prendere. La dorade est très sensible. Par contre, il est possible de l'approcher à la coulée, à vitesse dite non agressive, en exploitant, par exemple, le bruit qu'elle produit pendant qu'elle mange. Durante lo spostamento in superficie mi sono accorto che questa orata stava mangiando su quel sasso piatto e aveva davanti un terrazzo. Il pericolo era che durante lo spostamento questa orata mi vedesse. Per fortuna mi sono mosso molto lentamente, non se n'è accorta, e ho usato il terrazzo che avevo davanti per poterle fare l'agguato. Mi sono immerso qui nel canalone, sono sceso giù fino ad affacciarmi, poi ho fatto una planata e sono riuscito a prendere. Nous sommes au Cap Caacha. Et à peine rentré dans l'eau, complètement à découvert et sans moyen de se cacher, Giorgio tente une coulée sur une dorade qui est, fort heureusement, bien distraite. Una cattura complicatissima, cercava di scappare, l'ho dovuto inseguire 60 volte, poi finalmente l'ho sparato. Sur la paroi est de l'île de Tavolara, le violent ressac empêche tout repérage de la surface. Giorgio se prépare donc à effectuer un long parcours d'exploration dans quelques mètres d'eau.
À cet instant précis, il voit la queue d'une dorade disparaître derrière un rocher. Il s'arrête pour évaluer la situation, mais la dorade ne réapparaît pas. Il sort donc de son poste d'observation et il s'approche du rocher. Il s'avance et c'est bien là le moment le plus délicat. Nous sommes maintenant dans une autre zone de l'île de Tavolara et Giorgio est obligé de chasser avec le bras qui tient l'arbalète tournée vers la côte pour avoir le soleil dans le dos. Cette position n'est pas très confortable, mais il suffit de lever bien haut le coude droit et d'incliner le buste pour explorer avec succès la paroi rocheuse. Facendo un percorso a mezza parete di ricognizione, io mi aspettavo, come avevo visto in precedenza, dei saragli quasi nella schiuma che mangiava. Non mi aspettavo di trovare alla base della parete quest'orata che stava grufolando nella sabbia. A questo punto ho interrotto il percorso orizzontale per fare una planata in verticale. Quando sono uscito completamente allo scoperto, l'orata mi ha visto, mi ha notato, però la mia discesa è continuata ad una velocità che io ritengo sempre al di sotto della velocità aggressiva che può spaventare il pesce. Infatti l'orata ha cercato di guadagnare il largo, però non si è allontanata velocissimamente. Io ho continuato planata e sono riuscito a spararla quasi a 4 metri. Tout comme lors de la prise précédente, Giorgio repère une dorade à la moitié de son parcours d'exploration. Il l'aperçoit à cet instant précis. Il recule visiblement et dès que le poisson disparaît derrière le gros rocher que vous pouvez voir en ce moment, Giorgio poursuit son parcours à vitesse soutenue. Il s'avance très lentement. Il la voit nager tranquillement vers l'entrée d'une cavité rocheuse. Il attend, confiant, que la dorade s'y introduise. Il tente finalement un tir à la coulée à vitesse réduite.
sciorata ho avuto la fortuna di vederla mentre si stava infilando sotto questo tettuccio scuro e io ero sopra un sassone a forma di terrazzo e la stavo guardando. Ho aspettato che lei mettesse la testa dietro un sasso tondo per uscire allo scoperto e fargli una planata sopra e riuscirla a sparare poco prima che lei partisse. Giorgio a vu de la surface une dorade en train de manger. Il contourne le promontoire, passant ainsi plus bas que le plateau où se trouve la dorade et remonte ensuite en s'avançant. Il la voit. Elle n'a pas bougé. Il étudie son comportement pendant un instant et décide de la stratégie à adopter pour la capture. Étant donné que la dorade est distraite par la nourriture et qu'elle ne l'entend pas à cause du bruit produit par ses mâchoires, Giorgio décide de s'approcher en se faufilant à découvert. La pêche est une activité en constante évolution. Le poisson change sans arrêt ses habitudes et ses zones de fréquentation. En effet, des zones très poissonneuses peuvent, la fois suivante ou l'année d'après, sembler désertes et inversement. Ainsi, il n'y a qu'une observation directe qui puisse nous permettre de comprendre parfaitement comment le poisson évolue. En outre, le poisson reçoit des informations génétiques des générations précédentes. Et, une fois adulte, nous nous rendons compte qu'il nous connaît et qu'il reconnaît l'arbalète. Le chasseur lui-même doit donc évoluer et améliorer son aquaticité, et surtout son état d'esprit. Lorsque nous prenons un sard à l'agachon, les autres poissons sont effrayés, et il est très peu probable qu'ils s'exposent la fois d'après. De même pour les générations à venir. Tout comme la chasse à trous, la chasse à l'agachon devient de plus en plus infructueuse. La technique du futur est une technique mixte qui utilise la pêche à l'indienne pour approcher le poisson et l'agachon, le tir au vol ou la coulée pour la capture en elle-même.